Bonjour. Alors, les images de l'enregistrement vont pas être forcément très bonnes. On sait que quand on le fait avec la lumière artificielle, il y a du grain. On évite de le faire. Simplement, là, ça fait 2 jours qu'on a vraiment très mauvais temps et du coup, on est obligé de mettre une lampe au-dessus de nous. Mais c'est pas grave, on va vous mettre nos très belles images du Voilà, Chili. on a beaucoup d'images. On vous emmène dans le désert d'Atacama. Ça correspond à notre deuxième passage au Chili. Deuxième passage qu'on a fait à partir de la Bolivie. Donc on attendait avec impatience que les frontières ouvrent pour descendre de Bolivie vers Atacama. C'est ce qu'on a fait. On a été resté la semaine dernière au passage de frontières un peu difficile qu'on avait fait pour redescendre des hauts plateaux boliviens vers San Pedro de Atacama. Alors on a commencé par un premier bivouac en plein désert, tout à fait isolé, le long de cette grande route qui descend vers San Pedro. On était à quelques kilomètres de là. Et puis ensuite, on a découvert le petit village touristique de San Pedro. Qui est un joli petit village d'ailleurs, mais excessivement touristique. Voilà, on peut dire que c'est un joli petit village touristique et on a tout dit quand on a dit ça. Donc on trouve tous les services pour les touristes et notamment beaucoup d'agences de voyage. Mais nous, on a, comme à notre habitude, on a procédé de manière indépendante. Et donc la principale attraction de San Pedro de Atacama, celle qui est un peu incontournable, s'appelle la vallée de la Luna. Et elle a donné le ton pour nous de toute cette visite dans la région d'Atacama qui nous laisse, on va dire, un souvenir paradoxal. Pourquoi? Parce que on peut pas dire que c'était pas beau, finalement c'était très beau et d'ailleurs les images vont sans doute attester. On a des très belles images, des images aériennes par exemple de drones qui sont assez réussies. Et pourtant on a gardé un souvenir d'Atacama qui est doux amer en quelque sorte parce qu'on a été confronté toujours à la même problématique, à savoir que tout est payant, tout semble cadenassé. Et ça, exagérément, et donc on a vraiment le sentiment, en tant que touriste, d'être dans un canal de consommation dont il est très difficile de sortir. On est entré là, mais pour des raisons mystérieuses, il y a une grande partie des sites qui sont interdits. Ça c'est impossible, ça c'est impossible, ça c'est impossible, ça c'est impossible. On a le droit de s'arrêter juste là. Là, ça c'est très connu, il y a une petite balade normalement. On n'a pas le droit de la faire. Et on peut encore s'arrêter là. Et là c'est fermé. Et on est obligé de ressortir le soir parce qu'il ferme à 5 heures alors que je suis allé à 6 pour aller à un endroit unique voir le coucher de soleil. On a vraiment l'impression qu'on est canalisé comme des produits sur une chaîne de production. Et en plus, les prix ont plus que triplé. Parce qu'il y a 2 ans, c'était 3 000 et là, on a payé 10 000 chacun. Ouais. Donc... en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment eu un sentiment d'étouffement et d'infantilisation. C'est-à-dire que partout, il y a des panneaux qui nous recommandent de ne pas marcher à tel et tel endroit. Et ça a vraiment joué sur sur notre avis sur Atacama. Là, par exemple, Manu, il vient juste de sortir pour photographier Oscar. Et il y a un mec du parc qui vient de lui dire gentiment qu'on n'a pas le droit d'être là et qu'il faut s'en aller. On a confirmation qu'on n'a pas le droit de passer. Je dis c'est étrange cette sensation d'être tout seul, mais parce qu'on est vraiment tout seul dans un parc qui est fait en fait pour des milliers de personnes. Ce qui est malheureux, c'est que les mêmes règles s'appliquent à nous aujourd'hui où on est tout seul, comme s'il y avait des milliers de personnes. Oui, enfin, ceci dit, quand il y a écrit no passard, on passerait quand même pas. C'est ce qui est énervant, enfin, ce qui est... C'est ce que je dis. Non, tu dis que on doit respecter les mêmes règles. Mais s'il n'y avait pas ces panneaux tous les 3 mètres, parce que c'est vraiment tous les 3 mètres, enfin, c'est tous les 5 mètres, on n'irait quand même pas, nous. On se doute bien qu'il faut pas marcher partout sur les dunes et les... On pourrait avoir une instruction une fois pour toutes. Voilà. Pour que ce soit, il faut qu'ils mettent carrément des cordes ensuite. Ah oui, c'est vrai. On voit que, bah oui. Bientôt tu seras en prison, bientôt tu auras des grilles quoi. Ouais, c'est vrai. Ah bah c'est la prochaine étape, c'est des chaînes. Des chaînes, et après on te met des menottes et tu t'es attaché à la chaîne. Moi je dis, ils devraient nous pucer en fait, ça serait plus pratique.
dans le foot des GPS et dès qu'on sort de la piste, tac, on prend une impulsion électrique ou je sais pas où on est dénoncé. Remarque, vu leurs compétences informatiques avant qu'ils y arrivent, on a un peu de marge. Le fait de mettre des pierres plutôt que des plots en béton. Bah oui, c'est quand même simple. Tu mets des pierres, d'abord c'est facile à enlever. En une journée de travail, tu as défait le sentier et tu le laisses dans son état naturel. Alors que là-bas, ils ont foutu des plots en béton. Donc, comme c'est une ancienne mine, on voit ici les anciens baraquements. Il y a aussi un ancien wagon, avec quelqu'un du parc qui est là pour bien vérifier qu'on ne sort pas du sentier. Bon, là, il reste une rail, parce que je me demandais où étaient les rails. Bon. Un moteur. Puis là, on peut rentrer dedans, bizarrement. Leur but manifeste, c'est d'avoir, je ne sais pas combien, 100 000 ou 200 000 ou 300 000 ou 400 000 personnes qui visitent dans l'année, qui viennent à San Pedro, éventuellement en avion pour que ce soit plus rapide, qui restent 2 ou 3 jours sur place, qui consomment dans les restaurants, qui fassent la vallée de la Lune en payant chacun 20, puis 30, puis 40, puis 50 euros, qui fassent 3 stops, leurs photos et qui repartent. Donc c'est totalement à l'opposé du tourisme indépendant de type découverte-aventure. Quand même de la chance parce qu'on est en période post-Covid et qu'il n'y a personne. Parce que sinon, c'est un des plus hauts lieux visités du Chili. Il y a des parkings immenses. On voit qu'ils ont la capacité d'accueillir vraiment des dizaines et des dizaines de voitures. Bon, nous, au moins, on est tout seul. Alors cette vallée de la Luna, comment elle se présente? Eh ben, comme un espace essentiellement minéral, avec une assez grande surface, une vallée, donc entre 2 petites chaînes de montagnes, avec des sommets qui sont très déchiquetés, qui ont une assez jolie forme, et sans presque aucune trace de vie végétale, mais c'est surtout, par rapport à ce qu'on attendait, c'est pas très grand en fait. C'est-à-dire qu'elle s'étend sur peut-être une dizaine de kilomètres, dont on va dire peut-être 2, 3 à 5 kilomètres sont les kilomètres chauds, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment spectaculaires. Et donc c'est étonnant de voir à quel point cette vallée est connue par rapport au reste de l'ensemble de l'altiplano, sachant que c'est une jolie fraction d'altiplano, mais enfin bon, c'est une petite fraction et on trouve parfois des paysages certes différents, mais peut-être aussi spectaculaires ailleurs, sans que ce soit aussi payant et aussi fermé que la vallée de la Luna. Bah, non, j'ai pas hyper envie d'aller photographier ça, parce que pour le coup, non seulement on doit marcher à un endroit précis, mais on doit même prendre la photo à un endroit précis. T'as pas le droit de la prendre ailleurs. Et t'as le soleil en pleine gueule, mais c'est pas grave. Attention, il y a la petite bonne femme là qui te regarde. Faut pas oublier qu'à l'échelle du monde, le tourisme est une activité économique vitale. Et dans le cadre général de l'abrutissement, je dirais, de l'humanité, et ben on va quand même devoir faire tourner la machine économique avec en gérant des masses, ce que Renaud Camus appelle les masses humaines indifférenciées, dans certaines activités essentiellement orientées sur la consommation touristique étant un des types de consommation les plus essentiels pour l'avenir. Il est 10h45, donc ça fait 2h45 que le parc a ouvert à peu près. On a la sorte de gardienne de la porte, là, enfin de la barrière, qui a C'est plus pas personne. c'est pas la gardienne de la barrière, c'est la gardienne du site d'où on est là. Ouais. Les 3 Marias. Mais donc elle est sur son téléphone. Elle est survivée sur son téléphone parce que je pense qu'il y a un peu de réseau ici, je ne sais pas. Et si on lui demande, si on lui pose une question, parce qu'il y a quand même un truc qu'on n'arrive pas à trouver, il y a 3 sites, plus un tout petit, et le tout petit on n'arrive pas à le trouver parce qu'il va le placer sur la carte, incroyable mais vrai. Et ben si on lui pose une question, et ben elle décroche pas de son téléphone. Elle décroche pas de son téléphone. Non, elle est trop loin, on la voit pas.
mais il a fallu vraiment insister. Et même quand Manu lui parlait, et ben, elle répondait à ses commentaires sur, je sais pas, Facebook ou Instagram, quoi. On comprend pas bien en fait. Donc il y a quatre possibilités seulement. Et il y en a 2 qui fonctionnent déjà pas. C'est extraordinaire. Parce que ça en fait c'est faux. Nous on pensait qu'il y avait 3 km pour aller au viewpoint. Mais non, c'est 3 km, c'est juste les kilomètres de la route. Parce que en ce qui concerne le site qui s'appelle Tres Marias, c'est juste le petit sentier qu'ils sont en train de je sais pas, de refaire encore pour une énième fois, il met des pierres. Et en fait, ça fait 50 mètres et pas 3 km. Donc c'est essentiellement désertique, des parties rocheuses, des parties en sable, une grande dune en particulier et des couleurs. Ce qui est assez joli, c'est qu'il y a pas mal de couleurs blanches. Le sel à fleurs, hein, est-ce que c'est du sel? Je ne sais pas, je suis pas sûr que ce soit du chlorure de sodium. Lèche. Regarde. Non mais lèche. Tu vas voir si c'est pas du sel. Lèche ça. Tu vas voir si c'est pas du sel. Lèche ça. Ouais, non. Si tout le monde fait pareil. Il n'est pas marqué Nolika. Hein. C'est du gros sel, regarde. En tout cas, il y a des. Il y a comme une couverture, un saupoudrage de sucre glace hein, qui viendrait couvrir les montagnes. Donc ça donne un aspect qui est quand même assez joli à l'ensemble. Alors ce qui est drôle, c'est que le ticket d'entrée dans la vallée de la Duna inclut un point de vue pour le soir, donc tout le monde est obligé de se rendre au même point de vue, qui n'est pas dans la vallée de la Luna. On est obligé de ressortir, de faire une boucle d'une dizaine de kilomètres et d'aller au point de vue obligé pour tout le monde. Alors là, franchement, il vient de nous arriver un drôle de truc. On a payé. Je sais pas combien. Peut-être pas très cher, mais bon. Non, pas très cher. Pour aller voir le coucher de soleil. Qu'on peut voir absolument partout ici, parce que l'espace est ouvert. Franchement, je crois que c'est la pire arnaque de tous les temps. C'est tout en haut de la liste. Alors, d'abord, c'est bourré de gens. Je sais pas, t'as pris des photos, non? Ouais. Ah, moi j'ai oublié. Bourré de cartes de touristes. Et en fait, on ne voit pas le coucher de soleil. Le soleil est aveuglant, donc si on le regarde de face, il n'y a rien à voir. Et si on regarde la chaîne de montagne qu'on est supposé regarder, elle n'est pas vraiment bien éclairée par le soleil couchant. Et on a toujours un espoir que ça s'améliore, mais en fait ça se dégrade continuellement. Ouais, alors nous on est les derniers là, comme toujours. Enfin, je vais vous montrer, mais il n'y a plus personne. Parce qu'on a attendu le dernier moment avant de se faire virer, en se disant c'est pas possible, il y a un truc qui va se passer. Et ben non. Par contre, les paysages sont quand même très très jolis. Oui, et puis en fait, à quelques centaines de mètres, on trouve aussi des points de vue intéressants pour faire du drone, pour avoir un joli coucher de soleil par ailleurs. Donc, Et puis ensuite, on a trouvé un endroit de bivouac, quand même tout près de la vallée de la Luna. Oui, qui était lui assez joli. Et d'ailleurs, ça montre bien que, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, il suffit parfois de s'éloigner de quelques centaines de mètres ou de quelques kilomètres de zones très engorgées au plan touristique pour se retrouver tout à fait isolé dans un paysage magnifique.